Bonjour à vous tous et toutes et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour cette session qui va être des plus intéressantes, je l'imagine et je l'espère aussi. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être ici ainsi que de vous accueillir pour discuter de ce sujet qui est tellement d'actualité parce que, comme vous le savez tous, la norme ISO 37001 est présentement en cours de révision et la question qui tue, comme on dit toujours, la question la plus importante, c'est à quel changement est-ce qu'on devrait nous attendre? Parce que pour beaucoup de personnes, ils viennent juste de commencer à comprendre la norme. Là, s'il y a des changements, ça serait important d'être capable de les anticiper. Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on va essayer de démystifier un peu avec vous, de vous partager quelles sont les opinions de nos experts, leur appréhension aussi. Et sans plus tarder, ce que je vais faire, je vais arrêter de parler et je vais remettre la parole aux différents panélistes pour qu'ils puissent s'introduire et par la suite, on va aller avec des questions qu'on a mais on vous suggère de nous faire parvenir toutes les questions que vous pourriez avoir en cours de session et à ce moment-là, je vais les partager avec nos experts. Donc, je vais commencer tout de suite, galanterie impose, avec Mme Sophie Gagnon. Mme Gagnon. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Merci, Marc. Donc, je suis Sophie Gagnon, ingénieure de formation, éthicienne également, accompagnatrice pour la norme ISO 37001 depuis 2017. Mais ce qui m'intéresse dans ce travail-là, c'est vraiment la possibilité de développer l'éthique organisationnelle en même temps d'implanter la norme pour donner la possibilité aux organisations de rendre le tout plus périn, c'est-à-dire de pas seulement mettre les normes puis les règles, mais développer au sein des individus ou améliorer leurs compétences éthiques pour être en mesure de faire face aux problèmes qui vont survenir parce qu'en corruption, en collusion, on s'entend que ça va évoluer, donc il faut avoir les aptitudes pour être en mesure d'y faire face adéquatement. Merci beaucoup, Sophie. Donc là, c'est la parole à Megha Abdurrahman. Okay. C'est la seule fois que j'ai essayé de prononcer votre nom de famille, Megha. Donc, c'est à vous la parole. C'est très bien prononcé, monsieur Marc. Merci beaucoup. Moi, je suis Megha. Je suis expert consultant et spécialiste des questions liées au management de sécurité, qualité, environnement, diplômé de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne, dont je suis très fier. Donc, je m'associe aujourd'hui à ce débat parce que c'est une norme tant attendue, parce que quand on entend parler de ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001, et là, depuis un moment, je me rappelle bien, un de nos professeurs nous a parlé de la norme 37001 qui est en cours de préparation. Et je me dis aujourd'hui, il faut aller avec parce qu'aujourd'hui, la corruption, tout le monde le sait aujourd'hui, elle indique tout le développement, surtout dans nos pays de l'Afrique. Donc, c'est salutaire, et je suis très, très content d'être ici en débattre avec vous et apporter un peu le comparatif avec les autres ISO qui sont déjà en implémentation. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup et le plaisir est partagé. Et finalement, on laisse la parole à M. Philippe de Montigny. Merci Marc. Ça fait peut-être 25 ans maintenant que je travaille sur les questions liées à la prévention de la corruption, puisque quand j'étais fonctionnaire international auprès du secrétaire général de l'OCDE, j'ai participé à la rédaction de la Convention anticorruption en 97. Quelques années après, j'ai monté une entreprise spécialisée sur la prévention de la corruption et très vite, dans les années 2004-2005, j'ai eu l'idée de trouver un système de certification. Et donc, je me suis essayé à concevoir des termes de référence et un processus de certification anticorruption qui a intéressé différentes entreprises, les autorités britanniques, et puis à la fin, l'ISO. Et j'ai été invité à participer à la rédaction des normes 19600 sur la conformité et à la rédaction de la norme 37001, donc il y a quelques années. Et puis, on a été très impliqué dans le développement de cette norme avec des formations d'auditeurs et puis beaucoup de certifications. Et en 2018, j'ai vendu mon entreprise et je travaille maintenant avec Smart Global Governance, qui est une société européenne qui commercialise une plateforme digitale
qui permet de digitaliser la compliance et notamment la norme ISO 37001, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Merci beaucoup, Philippe. Donc, sans plus tarder, on va tout de suite commencer avec des questions. Ce que je vais faire, je vais poser une question générale, puis à tour de rôle, je vais vous demander de me partager vos opinions. Donc, la première question, c'est la question peut-être la plus élémentaire pour commencer, mais ces fois, c'est la plus compliquée aussi. C'est quoi la différence entre un programme anticorruption et un système anticorruption ISO 37001? Je vais aller avec l'écran que je vois sur mon écran. Donc, Philippe, est-ce que tu voudrais commencer? Merci. Alors, je pense que toutes les organisations aujourd'hui savent ce que c'est qu'un programme anticorruption. En gros, on va trouver un engagement du plus haut niveau, on va trouver des sessions de formation en e-learning, en présentiel, et toute une panoplie d'outils avec des procédures cadeau-invitation, des due diligence, un système de lanceurs d'alerte, etc. Donc ça, c'est à peu près clair pour tout le monde, mais les gens n'ont pas forcément la compréhension que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas parce qu'on a un programme anticorruption qu'on est sûr qu'il est efficace et qu'on est sûr qu'il est compris par tout le monde. Et justement, c'est la spécificité de la norme ISO 37001 que d'introduire ce programme dans un système de management. Je m'explique. Quand vous lisez la norme, la section numéro 4 est une section qui est fondamentale parce qu'on va demander à l'organisation de bien comprendre le contexte dans lequel elle opère, de connaître ses obligations en matière d'anticorruption et de connaître ses risques. Donc, ça veut dire qu'on va se donner l'objectif d'avoir un programme qui est structurellement adapté à l'organisation. Et puis ensuite, on va passer bien sûr par le tone at the top, le leadership. Et qu'est-ce que va faire le leadership? Il va planifier des actions à mettre en œuvre. Il va définir des priorités. À partir de là, il va pouvoir allouer des ressources budgétaires ou humaines. Et puis enfin, on va construire le programme avec tous les outils. Mais la norme va encore plus loin puisqu'elle va demander que tous les ans, on examine si ça a fonctionné ou pas et identifier pourquoi cela n'a pas fonctionné et revenir vers le leadership pour décider quelles sont les actions de remédiation à mettre en œuvre. Je vais donner un exemple très simple. Imaginons qu'on a planifié de former 1000 personnes dans l'entreprise et qu'au bout d'un an, on voit qu'on en a formé 500. Plusieurs possibilités. La première, la personne en charge de la formation a eu un accident grave et elle a été absente pendant 3 mois. C'est compréhensible et donc on pense que les choses vont revenir à la normale. Ou alors, il y a eu la pandémie du Covid et on a dû interrompre les formations. Ça veut dire que la direction doit décider de mettre en place du e-learning. Ou troisièmement, les gens en charge de la formation disent on a commencé, mais on n'avait pas le budget. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau du leadership. Donc, le gros intérêt de cette norme, et je termine là-dessus, c'est d'être en fait un processus circulaire qui part de la compréhension de l'entreprise, qui s'appuie sur le tone at the top, qui se déroule tout au long de l'année et les dirigeants, à la fin de l'année, doivent regarder ce qui a marché ou pas marché. Et pour conclure, ça veut dire qu'une entreprise qui a un système de management et de surcroît un système qui est certifié, ça veut dire qu'elle est engagée dans un programme d'amélioration continue. Et quand vous êtes un client, une autorité publique, etc., et que vous travaillez avec une entreprise qui est certifiée ISO 37001, eh bien, vous avez la certitude que son programme, il est constamment mis à jour et qu'on se pose constamment la question de son efficacité. Donc, c'est quelque chose qui apporte beaucoup, beaucoup d'assurance. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Merci, Marc. Bien, merci beaucoup. Je vais peut-être céder la parole à Megha. Est-ce que tu voudrais rajouter sur ce que Philippe a mentionné? Ok, moi, je m'associe à ce que Philippe disait tout à l'heure, mais si l'on se réfère à la nomenclature des normes ISO, de façon générale, toute initiative, toute action qui rentre dans le cadre de la lutte contre la corruption, que ce soit la sécurité et la qualité, c'est un élément des systèmes de management ISO. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, la différence entre le programme et la norme ISO, comme il l'a dit, effectivement, la norme, elle va très loin, très, très loin, et puis elle prend en compte presque beaucoup de paramètres.
Et le plus important, c'est d'abord l'engagement des plus hautes autorités. Quand vous voyez maintenant dans la plupart de nos pays d'Afrique, il y a des programmes qui sont là, qui sont exécutés, mais ça n'a pas empêché la corruption. Par contre, si on met en place, si nos États s'approprient de la norme ISO au plus haut sommet, du président de la République jusqu'au Premier ministre, s'approprient de cette norme et essayer de la mettre en œuvre dans les structures qui pensent beaucoup plus sensibles, parce que je sais que c'est coûteux. Là, je pense qu'il y aura beaucoup plus de résultats par rapport au programme, qui souvent, les gens ne savent même pas que ça existe. Parce que la norme, elle prend un caractère de sensibilisation. Ça, c'est très important. Lorsqu'on prend une communauté, une population tout entière, et on essaie de la mettre en œuvre au niveau national, et on essaie de sensibiliser les gens, mobiliser les gens autour de la question de la corruption, je pense qu'il y aura beaucoup plus de résultats. Quand je prends l'exemple tout récent de la Malaisie, tout le monde, les gens qui se renseignent savent exactement aujourd'hui qu'au niveau de la Malaisie, le Premier ministre en question a pris la question de la norme ISO, ça n'est approprié de la norme ISO 37001. Et on a fait un programme jusqu'au ministère de la Défense, jusque dans tous les secteurs sensibles. Donc, à la différence du programme, il faut que on vulgarise beaucoup plus cette norme pour que les gens comprennent son contenu et que les gens s'en accaparent. Je vous remercie. Parfait. Merci beaucoup, Méga. Et Sophie, est-ce que tu aurais des commentaires? Oui, moi, je réenchirais sur ce que Philippe a dit concernant sa capacité de s'améliorer avec les années. En 2016, histoire courte, j'étais à l'ordre des ingénieurs, bon, il y a eu des gros scandales ici, et je voyais que la coercition par rapport à la corruption avait ses limites. Quand j'ai vu la norme ISO 37001, je me suis dit, bon, mais voilà l'occasion de mettre en marche des mesures qui vont, oui, comme je disais tout à l'heure, mettre des normes, mais aussi cette boucle-là de rétroaction, cette analyse-là, cette compréhension de l'organisation permet d'avoir une influence sur la culture organisationnelle, permet de développer, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, l'éthique, la culture éthique des organisations, que ce ne soit pas juste des règles à suivre, mais que ça devienne plus partie prenante au sein de l'organisation. Pour moi, c'est comme un moyen de faire de l'éthique sans dire qu'on fait de l'éthique, mais en ayant les bénéfices de l'éthique réelle et vraiment vécue au sein de l'organisation. C'est vraiment cette notion de système-là qui a une valeur ajoutée très importante dans cette norme-là. Merci beaucoup, Sophie. Et étant donné que tu as été la personne qui a parlé le moins dans les deux, donc je vais recommencer avec toi pour la prochaine question. Il faut qu'il y ait un avantage à quelque part. Donc, écoute, Sophie, j'aimerais te poser la question à savoir, vous savez, on parle souvent et on dit, vous savez, quand on a tendance à essayer de voir, à ton avis, quand on mentionne le niveau d'adhésion de la norme qui n'a pas été atteint nécessairement les niveaux qu'il avait escomptés, à ton avis, quelle en est la cause et qu'est-ce qui pourrait peut-être être fait pour remédier à cette situation, pour que les gens adhèrent plus à la norme, selon toi? C'est ça. En fait, le manque d'adhésion de ce que je vois ici au Québec, au Canada, dans notre pratique, c'est le déni de la corruption. Les gens pensent encore que ça, c'est pas chez eux, c'est ailleurs, c'est dans un type d'industrie et ça les concerne pas. Donc ça, c'est le premier problème, à mon avis. Et le deuxième, c'est on voit ces normes-là comme un ajout administratif, des ajouts de règles et de procédures, et on ne voit pas vraiment la valeur ajoutée à ça. Donc, les gens ont encore de la paperasse, encore des choses à faire qui n'ont pas de valeur dans notre produit. Ça, c'est les deux problèmes qu'on voit. Et pour répondre à la question, quoi faire pour remédier à ça? Et d'un, on pourrait, ces normes-là protègent, oui, l'organisation, mais mettre dans l'avant que ça protège aussi les individus au sein de l'organisation.
S'il y a des problèmes d'intégrité, il n'y a pas juste l'organisation qui va être salie, les individus aussi vont être salis, puis vont avoir des problèmes avec ça par la suite. Donc, c'est tout à leur avantage d'avoir une norme qui les protège et qui leur donne les outils pour se protéger, puis pour savoir des outils comme des directives ou des manières de penser pour savoir comment agir dans des situations difficiles. Donc, ça, c'est une manière de faire. Et une autre manière qui pourrait être faite, c'est aussi avoir le souci, Philippe le disait tout à l'heure, au début de la norme, il faut bien comprendre l'organisation. Donc, quand on arrive puis on décide de mettre en place cette norme-là, il ne faut pas dire, OK, j'arrive avec ma norme, voici des outils, puis c'est ça qu'on applique. Il faut vraiment comprendre qu'est-ce qui est déjà en place pour intégrer les principes de la norme à qu'est-ce qui est déjà là, pour aller ajouter une valeur à ce niveau-là et pas rajouter de l'administratif, j'aurais tendance à dire pour le fun de rire, mais pas rajouter de l'administratif qui n'aura pas de valeur ajoutée, mais s'assurer de s'intégrer aux systèmes qui sont déjà en place. Parce que les organisations, en général, ils ont déjà plein de systèmes en place, puis il ne faut pas les réinventer tout le temps. Il faut vraiment comprendre. Puis la partie diagnostic, je te dirais, du début de l'implantation de la norme, voir qu'est-ce qui existe, qu'est-ce que la norme exige, puis faire le lien entre les deux est vraiment importante, puis à ne pas négliger, parce que c'est là qu'on va faire des systèmes qui vont être performants et efficaces, et non juste des systèmes pour dire, OK, check, c'est fait. Merci beaucoup, Sophie. C'est très, très pertinent. Philippe, est-ce que tu voudrais élaborer plus ou c'est toi? Oui, je vais abonder dans le sens de Sophie qui a vraiment mis le doigt sur le problème. Et je crois que pour beaucoup d'organisations, des entreprises ou des administrations du secteur public, on ne voit dans le programme anticorruption qu'un ensemble de procédures bureaucratiques. Et les gens ne font pas le lien avec, je dirais, la démarche d'intégrité de l'ensemble de l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que cela doit être intégré dans l'entreprise comme un système de gestion de l'ensemble des processus. Et donc chacun est dans son coin avec ses enjeux d'anticorruption sans réaliser que ça touche toute l'entreprise et que toute l'entreprise est mobilisée là-dessus, que ce soit les ressources humaines, que ce soit les finances, que ce soit le juridique. Et au fur et à mesure que l'on arrive, je dirais, à un niveau de fine-tuning, de quelque chose d'un petit peu fin et bien intégré dans les processus, ben, c'est pas plus compliqué que comme quand on monte dans une voiture et qu'on a le réflexe de mettre sa ceinture de sécurité. Ça devient complètement automatique et ça fait partie de la vigilance quotidienne. Donc je pense que Sophie a raison de pointer sur le fait que souvent on regarde les programmes anticorruption comme quelque chose de bureaucratique sans voir que c'est juste une façon de faire du business en intégrant le risque et le moyen de prévention dans le business que l'on est en train de faire, quel que soit ce type de business. Voilà. Parfait. Méga, est-ce que tu aurais des commentaires? Oui, je pense que j'ai ajouté parce que quand on met un système de management anticorruption dans une entreprise, il y a deux avantages. C'est-à-dire, il y a d'abord des valeurs qu'on introduit aux gens. Et d'abord, il y a aussi les procédures. Connaître les procédures, c'est bien. Ne pas les appliquer, c'est autre chose. Là, ça interpelle la responsabilité de tout un chacun. Donc, deux avantages qui sont très, très importants que la norme, pour les entreprises qui la mettent en œuvre, arrive vraiment à avoir. C'est très important. Maintenant, c'est une norme. Effectivement, elle a des limites. Je pense que c'est pourquoi on est en train d'en parler. Elle ne règle pas elle n'empêche pas la corruption dans une entreprise. Ça, c'est tellement clair parce que ce qui se passe au-delà de l'entreprise, bon, le chef d'entreprise ne peut pas le savoir. Voilà. Donc, c'est important quand même qu'il y a certains aspects qu'il faut tenir compte. On va en arriver, peut-être, je pense on va en arriver dans le vif du sujet, parce qu'il faut essayer de prendre cette
normes comme les autres. S'il y a des failles, il faut essayer de voir au niveau de la sécurité, qu'est-ce qu'on avait fait. Tout à l'heure, M. Frédéric a parlé du secteur de sécurité, c'est très important. Moi, je vous dis une anecdote par rapport aux valeurs. En 2013, j'ai implémenté le système de management environnemental, ISO 14001, où on sensibilisait les gens sur le port du masque. Imaginez, ça c'est en 2013. Après le Covid, j'ai rencontré certains de ces travailleurs. Ils m'ont dit, mais gars, mais voilà ce que toi tu nous as appris aujourd'hui. Aujourd'hui, nous portons le masque sans que quelqu'un ne le dise. Parce que c'est une usine qui génère beaucoup de poussière et il le fallait en son temps. Donc, quelque part, toutes ces normes ont quelque part leurs avantages. On ne peut pas aller jusqu'à la perfection, mais il faut y travailler. C'est pourquoi il y a des réformes, c'est pourquoi il y a des révisions, jusqu'à avoir exactement ce qu'il faut pour éviter les failles. Je vous remercie. Ben, merci beaucoup, Méga. Et ce que je vais faire, la prochaine question, je vais peut-être commencer par toi. Pour avoir une bonne réputation puis un profit des entreprises de façon générale, selon vous, quels sont les changements ou les ajouts que nécessite la norme ISO 37001 et aussi quelle relation doit-elle avoir avec les autres normes ISO pour qu'on puisse s'en servir dans les PME et les grandes entreprises? Ok, merci beaucoup pour cette question. En fait, c'est un peu par rapport, quand les gens parlent de résultats escomptés, quelque part, la norme en question ne traite pas les questions de fraude, les questions de harcèlement sexuel et les questions de blanchissement, parce que de blanchissement d'argent, parce que tout ça, c'est des... je ne sais pas, il faut tenir compte dans des actions concrètes au niveau du plan d'action, ou bien il faut des clauses, parce que c'est des actions qui ternissent l'image aussi de l'entreprise. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça ternit l'image, même si vous avez beau être certifié 37001, lorsqu'il y a des cas de fraude majeure ou des cas de harcèlement sexuel, on a vu beaucoup d'affaires Gate ici, sur les médias, arrive, ça ternit l'image de l'entreprise. Et quelque part, ça fait fuir des partenaires. Autant la corruption fait partie de certains partenaires, autant ces questions aussi, si on ne fait pas attention, ça aussi, ça fait faire perdre de profit. Donc, maintenant, par rapport au rapport de la norme ISO 37001 avec les autres normes, qu'est-ce qui se passe? Nous avons, moi, je suis un peu, je lis beaucoup, je suis un peu dans le domaine. Je remarque qu'il y a un noyau d'éléments qui ont été formés sur les managements ISO, que ce soit la qualité, que ce soit la sécurité, que ce soit la sécurité de l'information. Mais on a tendance à maintenant à aller avec cette norme, avec je n'ai rien contre les avocats, contre les juges, avec quelqu'un qui a l'habitude, exemple, quelqu'un qui a déjà les informations, qui a déjà implémenté un système de management qualité dans une entreprise, n'aura aucune difficulté à mettre en place un système 37001. Pour lui, même les employés qui ont quand même, qui se sont appropriés des normes, parce que les normes génériques ISO 9001, c'est un peu partout. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont certifiées ISO 9001, ISO 14001. Si on va dans ces entreprises pour implémenter la 37001, quelque part, ça va comme sur des roulettes. C'est là où la relation avec les autres normes doivent être intégrées pour faciliter aussi son implémentation. Parce que c'est quand même nouveau. Mais quand vous voyez la nomenclature de la norme ISO 37001, c'est à peu près la même chose que les autres normes. Il n'y a aucune différence à part les modes d'action. Je vous remercie. Merci beaucoup. Philippe ou Sophie, est-ce qu'un d'entre vous aimerait rajouter? Qu'est-ce que je rajouterais? Je suis tout à fait d'accord avec Maïga. Avec les autres normes, oui, c'est les mêmes structures. Ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, l'important d'intégrer le tout, de regarder qu'est-ce qui est déjà en place, de ne pas réinventer, s'assurer que c'est le plus simple possible.
Maïga parlait d'harcèlement sexuel. Dans les normes, il y a les lignes de dénonciation, les lignes de signalement qui doivent être mises en place. Mais pourquoi pas mettre une ligne de signalement, peu importe c'est quoi qu'on a à signaler, pour rendre ça plus simple, puis le traitement sera différent selon la nature de l'événement signalé, mais pas faire 3-4 lignes, mais d'en faire juste une, intégrer ça au même. Puis je rajouterais, puis pour les lignes de signalement, il ne faut pas non plus oublier dans ces systèmes-là, des lignes de questionnement, des endroits où est-ce que les gens puissent poser des questions, réfléchir, pas juste signaler quelque chose qui s'est fait pas correctement, mais qui puissent réfléchir et discuter et se questionner sur des problématiques quand ils sont pas certains. Ça va faire partie du système, comme on disait tout à l'heure, puis du processus d'amélioration. C'est aussi très important. Carole, Philippe, est-ce que tu voudrais ajouter? 2 mots très vite. D'abord, dans les choses qu'on pourrait améliorer, je pense qu'il y a un effort de simplification qui serait à faire. Vous savez, quand on travaille en groupe et qu'on a des délégations qui viennent des États-Unis, du Canada, du Nigeria, de la Tunisie, de la France, de la Chine, et qu'on travaille ensemble, eh bien, quand on est face à un problème, plutôt que de simplifier, on rajoute des couches. Donc, dans le processus d'écriture, on a vu que quand on avait des difficultés, au lieu d'enlever des mots, on rajoutait des phrases. Donc, je pense que c'est une langue qui pourrait être simplifiée dans sa rédaction. Mais ça c'est normal. Deuxièmement, il se trouve que j'avais été chargé à l'époque de la coordination entre la norme 19600 et la 37001. 19600, c'est des lignes directrices sur la conformité et donc des lignes directrices pas certifiables, et la 37001 qui, elle, est certifiable. Et donc, tout l'enjeu était de se dire, il nous faudra avoir une norme globale, la 19600, qui est devenue la 37301, donc une norme de compliance en général, et comme Maïga le disait, toutes les normes de système de management pour la même structure, et à l'intérieur, avoir des normes spécifiques sur l'anticorruption, le whistleblowing, mais on peut très bien en avoir sur le blanchiment d'argent, sur les sanctions, sur les données personnelles, etc. L'enjeu, c'est d'avoir un package qui soit aussi cohérent que possible et qui permette, par exemple, à une organisation de commencer avec une des normes, je dis au hasard whistleblowing, et puis demain de passer à une autre jusqu'à atteindre un niveau beaucoup plus large qui serait la 37301. Et il est vrai que les organisations, publiques ou privées, petites ou grandes, peuvent avoir des enjeux qui sont très différents. Pour certaines entreprises, la corruption ne sera pas un enjeu majeur, ce sera d'autres choses. Pour une administration, peut-être que le whistleblowing est une des choses les plus importantes que, je dis au hasard, le blanchiment d'argent. Donc, il est important qu'on ait cette panoplie et je crois que les rédacteurs font très attention à la cohérence de toutes ces normes qui sont en train de se rédiger. Oui, puis si je peux ajouter, je suis totalement d'accord avec toi, Philippe, qui s'apprend de la simplicité. Et je crois que même actuellement, il y a un effort pour que le langage et que la définition des mots, tu sais, avant, il y avait des définitions dans chacune des normes. Là, il essaye de centraliser les définitions pour s'assurer que dans une norme à l'autre, les mots disent la même chose. Ça, je pense que oui, effectivement, ça va beaucoup aider au niveau des normes. Merci beaucoup. Excellent point, Sophie. J'ai une prochaine question. Tantôt, Philippe, dans ton introduction, tu as fait mention à certaines plateformes digitales. Donc, j'aimerais savoir, selon toi, comment est-ce que les plateformes digitales pourraient permettre de gérer un système ISO 37001 et de se préparer à la certification? Alors, je crois que c'est un vrai sujet contemporain et je pense que c'est une des réponses au manque d'adhésion à cette norme qu'évoquait Sophie. Pourquoi? Parce que quand une organisation regarde la norme, elle est tout de suite effrayée par la quantité de documents qu'il faut rassembler, premièrement, et deuxièmement, effrayée par le fait que, au lieu que ce soit le service compliance qui travaille tout seul, il faut qu'il travaille avec tout le monde, avec le juridique, avec l'audit, avec les finances, avec les ressources humaines, avec la communication, etc. Donc, il y a forcément une inquiétude de se dire, oh là là, si on part dans la certification, ça va mettre
toute l'organisation en branle-bas et est-ce qu'on va arriver à avoir tous ces documents? Une plateforme digitale va permettre de résoudre ce problème. Mais peut-être qu'avant, il faut que je précise qu'est-ce qu'on entend par ces mots-là. Premièrement, on va parler d'enregistrement digital. Enregistrement digital, ça veut dire que vous allez avoir un document qui va être dans un format sur votre ordinateur. Par exemple, vous allez avoir des contrats avec vos fournisseurs, avec vos consultants qui sont sous forme digitale et donc ils peuvent être en Word ou autre et donc ils sont accessibles de façon digitale. Ensuite, la deuxième étape, c'est ce qu'on va appeler la digitalisation. Par exemple, vous allez avoir une application informatique qui va vous aider à gérer les cadeaux et les invitations. Et donc, les collaborateurs se connectent, rentrent des informations sur le cadeau ou l'invitation, à qui, pourquoi, etc. Et ça permet de dire, est-ce que c'est autorisé, pas autorisé, est-ce qu'il faut l'avis du supérieur hiérarchique, est-ce que c'est exception ou pas. Bon. Donc ça, on est dans une digitalisation. Donc, on a déjà un software qui va travailler. La plateforme, c'est quelque chose qui va vous permettre de connecter tout ça et de piloter tout ça. Je m'explique. Vous allez avoir dans l'entreprise la base de données de tous les contrats. Vous allez avoir dans l'entreprise la base de données avec tous les collaborateurs et les formations auxquelles ils ont participé. Au niveau finance, vous allez avoir une base de données avec toutes les factures qui ont été faites et les paiements, etc. Mais c'est souvent des choses qui ne sont pas compatibles. Vous allez avoir un fichier Excel, vous allez avoir deux systèmes qui ne communiquent pas ensemble. Eh bien, une plateforme digitale interopérable, et le mot est extrêmement important, retenez-le bien, interopérable, va vous permettre de mettre en connexion tous ces éléments. Et donc ça va constituer la base de la plateforme. Donc si vous êtes le compliance officer et que vous voulez demain savoir qui a suivi les formations anticorruption, à travers la plateforme, vous allez explorer la base de données des ressources humaines. Si vous voulez savoir le montant des cadeaux et invitations qui ont été donnés par quel secteur, etc., vous rentrez dans la base de données des finances. Et enfin, la plateforme, c'est quelque chose que vous allez construire comme un tableau de bord. Sur votre écran, vous allez avoir différents petits écrans sur différents domaines et ça va vous permettre de savoir où est-ce que l'on en est. Et donc, par exemple, vous pouvez avoir, je reviens à mon exemple, on a l'objectif de former 1000 personnes. Eh bien, dans la plateforme, vous allez voir qu'on en a formé 750. Mais vous allez aussi savoir que peut-être il y en a 200 qui sont prévus le trimestre prochain. Et puis, du coup, vous allez dire, il en manque 100. Pourquoi? Donc, vous allez peut-être interroger le responsable de la formation. Donc, une plateforme va vous permettre de mettre ensemble toutes les informations dont vous avez besoin pour savoir si votre organisation répond aux exigences de la norme ISO 37001 et deuxièmement, de savoir si vous êtes prêt ou non pour une certification. Donc ça, ce sont des outils qui sont très nouveaux, qui sont très puissants, qui ont des algorithmes extrêmement sophistiqués, qui peuvent avoir des moteurs d'intelligence artificielle. Par exemple, je sais que la société avec pour laquelle je préside le comité scientifique travaille avec des systèmes d'intelligence artificielle qui analysent les contrats comme un juriste le ferait, qui analysent les nouvelles lois qui sortent. Donc, vous rentrez ces données et le système va vous permettre d'analyser automatiquement un certain nombre de choses et de vous sortir je dirais, des red flags ou des green flags, ou enfin des feux verts, des feux rouges, parce que on essaye de pas trop d'avoir de franglais, et d'avoir ainsi, je dirais, des informations sur où est-ce que l'on en est par rapport aux attentes. Donc, vous pilotez en continu avec une puissance extrême, et je vais terminer par un point qui devrait plaire à Sophie sur le manque d'adhésion, c'est que justement, les entreprises ont déjà beaucoup d'informations. Donc, une plateforme va éviter d'avoir à répéter la saisie de données. Ça ne sert à rien de recommencer à envoyer des questions de due diligence si déjà votre service de procurement, des achats, a déjà fait ce genre de choses. Donc, on va simplifier et économiser beaucoup d'argent. Donc, voilà pourquoi je pense que les plateformes digitales sont extrêmement importantes pour piloter les systèmes ISO 37001 et les autres normes de systèmes de management d'ailleurs. Merci beaucoup, Philippe. Sophie ou Méga, est-ce qu'un d'entre vous aimerait rajouter? Je voudrais rajouter, oui, je suis d'accord que
que la facilité à laquelle on pourrait avoir l'information, c'est certain que ça va aider, puis ça va aider à rendre ça plus simple. Je vois par contre pas une problématique, mais un défi ou un souci qu'il faut également garder en tête, que les plateformes informatiques demeurent des outils qui vont aider. Un des défis, entre autres, des normes, de la norme ISO 37001, c'est que les normes ou qu'est-ce qui est mis en place devient réel et appliqué, s'intègre, encore une fois, dans les opérations. Et ça se passe au niveau des individus. Il faut que les individus, ils peuvent suivre une formation, mais qu'est-ce qu'ils vont avoir appris? Est-ce qu'ils vont l'appliquer dans les opérations, dans leur vie de tous les jours? C'est cette intégration-là qu'il ne faut pas perdre de vue, parce qu'avoir un système, c'est une chose, faire en sorte que le système vive et s'applique réellement, que ce ne soit pas seulement au niveau papier ou informatique, mais que ça devienne partie prenante des décisions et partie prenante de l'agissement de tout le monde au sein de l'organisation. Il ne faut pas perdre ça en vue, parce que c'est un des défis de la norme, à mon avis. Parfait. Megha, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Oui, j'ai quelque chose à ajouter. En fait, j'avais un peu pensé à cette question et j'ai répondu, et je vois que je me conforte beaucoup dans la position de Frédéric, parce que moi, je me rappelle à l'époque quand j'avais mis en œuvre un système de management. C'est-à-dire, quand on prend le domaine de l'environnement, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis passé de service environnemental en service environnemental, c'est-à-dire faire le recueil de tout ce qui est texte réglementaire. Je suis venu, on a tout saisi, ça c'est en 2013, on a tout saisi, et on avait quelques colonnes. Ça, c'est juste par rapport à la partie exigence réglementaire. Hein. Je pense que je ne vais pas. Il y a beaucoup de choses que je ne pourrais pas détailler ici. Maintenant, il y avait deux colonnes. Il y a une colonne dans laquelle, si l'entreprise respecte cette exigence environnementale, il y a une croix. Il y a une autre aussi si elle ne remplace pas aussi. En fait, c'est deux chiffres, 1 et 2. En fait, on fait le total et là, on sort un bilan de conformité. Voilà. Et au fur et à mesure, on renseigne cette information, et le tableau aussi, ça change. Le graphique aussi, ça change. Le vert, c'est pour le respect. Et la partie jaune, c'est non-respect, en fait. Vous allez voir quand une entreprise va commencer un programme de management, que ce soit dans la 37001, comme la 9001 ou bien la 14001, vous allez voir au début, tout votre ronde, elle est rouge, parce qu'il y a juste quelques parties qui sont vertes. Mais au fur et à mesure, vous informez les gens, vous mettez des activités en place, ça va se verdir au fur et à mesure. Ça, c'est très important. Et pour vous dire que ça, c'est une information que vous pouvez juste avoir sur une clé. Donc, vous allez mettre en place une veille réglementaire. Vous allez vous abonner au journal officiel qui prend, dans lequel sort tout ce qui est information réglementaire au jour décidé par le Conseil des ministres. Donc, quand vous êtes abonné à ce journal, et chaque mercredi, on vous apporte le journal. Si vous avez le journal, il y a la partie où se trouve le côté environnement, vous regardez s'il y a une nouvelle loi ou bien une nouvelle réglementation par rapport à l'environnement ou par rapport à la corruption. Et là, vous ajustez et vous prenez les dispositions maintenant pour essayer de mettre en action pour être conforme par rapport avec cette réglementation. Je pense que c'est possible, okay. C'est faisable. C'est faisable. Je viens d'apprendre beaucoup de choses de la part de Frédéric, des informations très, très pertinentes. Et merci beaucoup. Oh ben, merci beaucoup. Et là, ce que je vais faire, je vais passer comme telle aux questions, parce qu'on a déjà des questions qui ont rentré dans le chat. La première, puis là, je vais en ordre que ça l'a rentré. C'était à 11h33. On me dit, Monsieur Philippe, pourrions-nous avoir une démo de l'application digitale de prévention de la corruption en privé, peut-être? Donc, à ce moment-là, Monsieur Philippe, ce serait un peu à vous, comme tel, de le partager ou de rentrer en contact. Moi, je ne peux pas savoir ça vient de qui, mais sachez qu'il y a un intérêt pour ce que vous avez mentionné. La deuxième, est-ce possible qu'un programme de compliance peut être de façade quand bien même que les entreprises font le PCDA?
qu'un d'entre vous aimerait répondre? Je vais peut-être répondre aux deux questions à la fois, au moins sur la première démonstration, bien sûr, et pour information, sur le site de la société Smart Global Governance, vous avez une possibilité de démonstration gratuite en ligne, juste pour avoir une idée. Je parle de Smart Global Governance parce que c'est là où je préside un comité scientifique, mais il y a d'autres entreprises qui ont bien sûr des solutions digitales. Je pense que si on a un programme sous la forme de PCDA, c'est-à-dire ce mouvement circulaire, c'est difficile que ce soit de façade. C'est difficile que ce soit de façade parce que c'est quelque chose qui va impliquer toute l'entreprise, les ressources humaines, le légal, etc., etc. Donc tout le monde à un titre ou à un autre est plus ou moins concerné. Ce qui veut dire que si quelqu'un observe qu'il y a eu une fraude qui pourrait générer un acte de corruption, ben, il est forcément plus attentif parce qu'il a participé à la création de ce programme. Donc, je pense que le risque zéro en matière de corruption n'existe pas, mais dans un PCDA, on a un système où plus ou moins tout le monde surveille un petit peu tout le monde sur ce sujet. Et donc, du coup, ceux qui seraient tentés de passer les limites sont un peu plus inquiets. Voilà. OK, bien, merci beaucoup. La prochaine question, je vais peut-être l'adresser à Megha. La question était combien d'organisations sont certifiées ISO 37001 sur le continent africain? Combien? Cette question, je pense pas. Je connais le. À vrai dire, je sais quand même qu'en Égypte, il y a une organisation qui a été certifiée en Égypte. OK. À part ça, à ma connaissance, je n'en ai pas. Bon, il y a beaucoup d'entreprises aussi qui se lancent aussi dans la démarche. Okay. Par exemple, en Afrique du Sud, il y a des entreprises qui sont dans la démarche, mais à la date d'aujourd'hui, je n'ai pas d'informations qu'ils ont eu la certification. Il y a certains aussi qui mettent juste, qui rentrent juste dans la démarche, mais pas forcément pour avoir la certification. OK. Écoutez, merci beaucoup. Si je peux dire quelque chose, pour avoir présidé la commission anticorruption du Conseil français des investisseurs en Afrique, c'est un continent qui est cher à mon cœur et que j'ai beaucoup parcouru. J'aurais tendance à dire, d'après ce que j'entends à droite à gauche, on doit avoir au total 40 à 50 organisations certifiées. Quand je dis 40 à 50 organisations, c'est parce que, par exemple, au Maroc, il y a une banque, il y a des organismes publics qui sont aussi certifiés. Donc, ce qui est intéressant en Afrique, c'est de voir qu'il y a à la fois des entreprises qui s'y intéressent, mais aussi des administrations. Et si on arrive dans un monde où les administrations et les entreprises sont certifiées, alors très clairement, là, le risque de corruption va considérablement diminuer. Voilà, je m'arrête là. Merci. Merci. OK, ben, parfait. Une prochaine question. Y a-t-il une synergie dans le sens d'interaction entre cette norme et les autres normes telles que ISO 9001 et ISO 27001? Je peux peut-être essayer de me lancer, mais comme disait Megha tout à l'heure, c'est sûr que si on a déjà des systèmes en place, implanter un nouveau système ISO va être beaucoup plus facile. Donc, on peut y voir là une synergie dans le sens que si on a un ISO 9001 depuis plusieurs années, donc notre gestion documentaire est là, notre structure de formation est là, l'intégration va être beaucoup plus facile parce que c'est des modules qui sont similaires. Donc, oui, ça va créer une synergie à ce niveau-là. Les gens connaissent déjà le processus d'amélioration continue, connaissent déjà toute cette rétroaction-là, cette manière de voir les choses avec des indicateurs de performance pour améliorer ce qui est en place, pour faire en sorte que le système progresse d'une année à l'autre. Donc, tout ça va s'intégrer ensemble et ça devrait aider. Alors, si je peux élaborer sur ce que vient de dire Sophie, et bien sûr, je pense que cette question d'homogénéité de structure, elle est essentielle. Donc, une entreprise qui est déjà rentrée dans un processus de certification de système de management est prête pour en faire un second. Et si je rajoute quelque chose sur les plateformes digitales, normalement, une plateforme digitale va vous aider à identifier
le pourcentage d'informations qui existent déjà et qui étaient déjà utilisées dans une norme. Par exemple, entre deux normes, il peut y avoir 20, 30, 40% des informations qui sont similaires. Donc, la plateforme digitale va permettre de repérer ce qui a déjà été fait pour pouvoir l'utiliser dans le cadre d'un autre processus, par exemple la norme 37001. Voilà. Bon. Parfait. Donc, sans, oui, ouais, Megha, j'évite de me répéter, en fait. Je pense que Sophie m'a chaussé ma langue. En fait, ce que je veux dire, c'est que je reviens toujours sur la culture, en fait, des valeurs, en fait. Parce que la synergie est que quand vous formez quelqu'un sur le management de qualité, vous formez quelqu'un sur le management environnemental, vous y ajoutez les questions de sécurité et, et l'anticorruption, dites-vous que vous avez formé, vous avez contribué à la société. Imaginez le modèle d'homme qui quitte votre entreprise et qui va ailleurs, en fait, dans son environnement. Je pense que c'est une très grande synergie parce que tout ça, ce sont des valeurs qui doivent être en l'homme parce que on vit avec des animaux, il faut les respecter, on vit avec la forêt, il faut le respecter. Et voilà, donc la synergie, elle est là, en plus du fait que si une entreprise prend le devant de mettre en place déjà un système 37001 pendant qu'il y avait déjà la 9001, ça amoindrit beaucoup les coûts. Ça amoindrit beaucoup les coûts. Donc, je vous remercie. merci beaucoup. Je vais passer à la prochaine question. La personne nous mentionne qu'au Cameroun, il existe plusieurs organisations étatiques qui luttent contre la corruption. Mais l'échec essentiel naît de la mise en œuvre effective des directives arrêtées. Est-ce que la certification de ces organismes-là à la norme ISO 37001 peut véritablement retourner ces échecs en succès? Et si oui, comment? Bon, Sophie, allez-y. C'est ça. Et d'un, j'aurais tendance à dire, il y a beaucoup, ça se passe lors de l'implantation des processus. Tantôt, je parlais du diagnostic. Il y a aussi une gestion de risque à faire pour savoir où sont les risques de l'organisation pour mettre en place des mesures d'atténuation qui correspondent aux risques qui sont là. Quand on fait cet exercice-là, si on l'a fait d'une manière plus théorique au niveau de la gestion, avec seulement les gestionnaires à un certain niveau dans l'organisation, c'est une chose. Mais si on saisit l'opportunité d'intégrer dans cette gestion de risque-là pour faire l'appréciation des risques et l'appréciation des contrôles en place, si on intègre les gens dans l'organisation, qu'on prend le temps, évidemment, c'est un peu plus long, qu'on prend le temps d'avoir leur opinion, ben, puis durant ces rencontres-là, les gens partagent leur perception des problématiques, ben, ce ne sera pas juste de surface. Ça va plus rentrer à l'intérieur même des opérations parce qu'on va avoir consulté les gens, puis les gens vont comprendre les mesures d'atténuation et vont comprendre encore mieux le processus parce qu'on va s'être mis d'accord au départ sur les risques. Puis on va savoir que les risques existent vraiment et on va être d'accord. Donc, quand on l'implante, s'assurer d'aller, de ne pas juste le faire d'une manière administrative, mais de le faire avec les gens au sein de l'organisation, ça pourrait aider à faire en sorte que ça ne soit pas juste de façade. Ça va aider à ce que ça soit intégré dans les pratiques réelles de l'organisation, à mon avis. Je peux. Okay. Bon, en fait, moi, je fais toujours le comparatif. Pourquoi souvent les programmes anticorruption ici en Afrique, bon, très souvent, n'ont pas, comme il n'y a pas de résultats escomptés. Parce que quelque part, quand moi je compare un peu à la sécurité, quand vous payez, que ce soit le domaine privé, que ce soit le domaine public, la plupart des questions ne se traitent pas seulement au service. Vous avez beau implémenter un système
de management ISO 37001 dans une entreprise et que vous avez un marché de près de 20 000 $, comme ça, dites-vous que les actions ne doivent pas uniquement se limiter au service. Quand je prends le côté de la sécurité, nous savons comment nos pays marchent quand la sécurité de l'État est en jeu. Il y a des services secrets qui vous suivent nuit et jour. C'est important aussi qu'on prenne des dispositions dans ce sens quand il y a de l'argent public qui est en jeu et qu'on sait qu'il y a une commission d'appel d'offres qui est composée de X, Y, Z et qui, après une commission de dépouillement, se retrouve par hasard quelque part dans des hôtels avec les fournisseurs. Je m'excuse, mais ça peut pas, la corruption ne pourra jamais finir. Parce que tout ce que les gens sont en train de faire face à l'argent, ça, ils sont comment dire, ils sont excités, en fait. Donc, qu'est-ce que moi je vais ajouter? Je vais dire pourquoi les résultats? Parce qu'il n'y a pas d'action. Il n'y a pas d'action en dehors des services. Et ça, c'est important. C'est valable et pour l'État et pour les grandes entreprises. Si les hommes, ils savent que moi, je suis de la commission de dépouillement. Et si je sais qu'il y a des gens qui peuvent être à mes trousses nuit et jour pour savoir exactement toutes mes activités, mais je saurais me contrôler. Mais c'est ce qui manque, en fait, ici en Afrique. Et je peux dire dans beaucoup de pays, même vers l'Asie. On a vu quelque part dans le domaine de la lutte anti-drogue, ça existe. Mais la corruption dans laquelle il y a tellement d'argent qui sont volatilisés, mais les gens pensent que uniquement avec la sensibilisation, avec de la mobilisation, avec une démarche, on peut, alors que quelque part, vous allez voir, ça se passe dans des hôpitaux. C'est des scanners qui manquent, c'est des dialyses qui manquent pour traiter les gens, c'est des médicaments qui manquent tout ça là. C'est des êtres humains qui meurent parce que quelque part, il y a des hommes et des femmes derrière qui se permettent de jouer à la corruption au dos des populations. Donc, il va falloir que l'État et les entreprises qui injectent beaucoup d'argent dans les achats prennent leurs responsabilités. On ne peut pas chaque fois s'asseoir et dire « aïe, aïe, la corruption ». Parce que qu'est-ce qui se passe souvent dans nos pays? On a tendance à comprendre que la corruption, c'est une affaire d'hommes politiques. Aujourd'hui, il y a un pouvoir qui est là. Demain, il y a un autre pouvoir. Les opposants, s'ils arrivent, pour essayer de les traiter dans la boue, vous les prenez, vous fouillez dans les dossiers qu'ils ont eu à gérer. Et là, vous allez tout de suite trouver quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est tellement clair. Donc, c'est ça le problème, en fait, quand je prends par rapport à la question du Cameroun. Et c'est général. C'est général un peu partout. Il faut que cette question de corruption soit prise à bras le corps et que les engagements soient respectés et que l'État et les entreprises vont au-delà de l'entreprise. Les gens, ils font des affaires et puis ils vont aller à la terrasse pour boire de la bière, pour boire quelque chose, un peu de bière, autour du marché. Ça ne peut pas continuer. On a vu ici souvent, dans mon pays, en 2018, une ministre de l'État. C'est-à-dire le plus grand marché est donné à une entreprise écran qui n'est autre que son mari. Mais où est la transparence? Où est le conflit d'intérêts? C'est inadmissible et tout le monde le sait. Ce n'est pas une dénonciation qui va finir ça. Il faut que les autorités prennent responsabilité au plus haut niveau. Je pense que je vous remercie. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup. Et j'ai une dernière question. On pose cette question, je vais essayer de la résumer un petit peu. On sait que plusieurs entreprises font face des fois à des dilemmes éthiques et ne prennent peut-être pas toujours la bonne décision. Est-ce que vous pensez que certaines entreprises pourraient être intéressées à instrumentaliser la norme ISO 37001 afin de se refaire une image ou d'améliorer leur image? Je peux? Oui, certainement, allez-y. Oh, oui, je pense que c'est beaucoup de cas. Moi, j'allais même en parler. Parce que souvent, on a tendance à comprendre dans la lecture, dans la façon de faire des entreprises, quand vous avez un système 37001 qui est en place et que vous avez une affaire de corruption à la justice,
C'est comme si vous avez un système anti-feu chez vous et que l'assurance veut trouver que vous avez dans votre hôtel des installations pour lutter contre le feu, et ça peut amoindrir les coûts. Comme au niveau de la 37.001, ça peut peut-être faire une plaidoirie au niveau de la justice. Bon, beaucoup de gens voient la lutte contre la corruption comme ça, alors que je dis non. La lutte contre la corruption, c'est une épidémie. C'est plus grave que le coronavirus. Hein? Les gens ont pris les dispositions un peu partout. C'est quelque chose qui dure depuis des années. C'est une affaire de plus de 100 000 $ par an. On ne peut pas continuer à laisser les gens faire. Il faut que les autorités, il faut que la norme ISO soit vulgarisée. Et quelque part, il faut vraiment que des responsabilités soient prises au plus haut niveau. C'est ce que moi je vais ajouter. Est-ce que je peux me risquer à dire quelque chose? Premièrement, moi, ce qui m'a frappé lorsque j'étais en activité dans le domaine de la certification, c'est que effectivement, on a été approché par beaucoup d'entreprises qui avaient traversé des grands scandales de corruption. À première vue, ça peut paraître surprenant en se disant, mais ils veulent se racheter. En fait, non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont réalisé qu'il y avait un problème et que une certification, c'est-à-dire un examen radical de l'ensemble de leur process, de leur système de management par un auditeur externe est quelque chose qui va les aider à s'améliorer. Donc, ça fait partie, je dirais, du processus de rédemption d'une entreprise, de revenir à la surface de l'intégrité en montrant qu'on a pris la mesure des difficultés et qu'on s'est donné les moyens pour y remédier. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La seconde, c'est que si vous vous faites certifier par un organisme de certification qui est accrédité, c'est-à-dire qui a lui-même une certification avec un niveau de qualification de ses auditeurs, avec un contrôle de ses règles d'impartialité, avec un contrôle de ses règles d'audit même, eh bien, dans ces cas-là, la certification est quelque chose qui vous permet de mettre en évidence que vous êtes très sincèrement engagé dans un processus d'amélioration. Et on est comme dans les accidents du travail, ce qu'évoquait tout à l'heure Omega. Dans une entreprise, une organisation, il peut toujours y avoir des accidents du travail. Ça existe. La question est de savoir si l'accident est vraiment un accident, une corde, une chaîne qui a cassé ou quelque chose, ou au contraire, est-ce que c'est le résultat d'une forme de laxisme? Et ça, la certification va permettre de faire la distinction entre les accidents accidentels et les accidents par négligence. Voilà, je vous remercie. Je suis d'accord avec Philippe. Le nœud dans ça, c'est vraiment les audits externes. Et les firmes d'audit externes, c'est à eux de s'assurer qu'ils font un travail rigoureux pour, quand ils émettent une certification, mais que les gens aient démontré que tout ça était vivant. C'est ça qui va faire en sorte que les gens qui tentent d'utiliser la norme pour se blanchir d'accusations, c'est là qu'ils vont devoir démontrer qu'ils sont sincères. Et c'est seulement les auditeurs internes qui vont être capables de l'évaluer. Oui, écoutez, merci beaucoup. Oh, oui, Mega. En fait, je m'excuse peut-être que je me suis un peu... Je ne parle pas de toutes les entreprises, en fait, il y a, entre guillemets, quelques-unes. Mais ce qu'il faut comprendre dans la corruption, c'est que comparativement, c'est-à-dire, un employé peut se permettre de jeter une ordure hors de la poubelle. Un exemple, un employé peut faire peut-être un petit accident qualité, ça de façon soit par méconnaissance, ou bien par négligence, ou bien voilà. Mais quelqu'un qui veut faire un acte de corruption, c'est quelque chose qui est déjà prémédité en fait. C'est quelque chose qui est déjà prémédité avant même de commettre l'acte. Mais ce que je voulais ajouter, c'est que la norme doit aller beaucoup plus loin en prenant des actions à ne pas empêcher, au moins à amoindrir, le risque zéro n'existe pas, minimiser le risque par des actions
Les procédures à elles seules, c'est bon, mais il faut des actions derrière. Je pense que j'ai eu le temps un peu voilà, d'être un peu plus explicatif dans mon commentaire précédent. Voilà, c'est par rapport à ça que j'ai fait allusion. Okay. Ben, parfait. Merci beaucoup, Megha, pour cette précision. Je pense que c'était très approprié. Sur ça, moi, je suis un comptable. Je marche aux chiffres. Je vois le chiffre midi qui arrive dans mon heure à moi, 18 heures pour vous. Donc, ce que je vais faire, je tiendrai à remercier sincèrement nos 3 panélistes qui ont été d'une honnêteté incroyable, d'une transparence. Moi, c'est toujours bien. Vous êtes des ambassadeurs de la norme, vous aimez la norme, mais vous êtes capable aussi d'expliquer les limites et les défis ainsi que les changements. Donc, merci beaucoup. C'est très apprécié. Et à vous tous qui étiez présents aujourd'hui pour cette présentation, bien, merci beaucoup de croire dans la norme et d'être des ambassadeurs de cette norme-là parce que je pense que c'est quelque chose qui est bien. Donc, merci beaucoup. On l'apprécie et au plaisir de vous revoir prochainement ou en 2023. Et pour les gens qui ont demandé, encore une fois, la plateforme que Philippe faisait référence, Philippe va peut-être pouvoir le partager, peut-être vous allez pouvoir avoir comme tel aussi le lien. Mais je pense que c'était assez clair. Mais si vous avez besoin, n'hésitez pas à communiquer directement avec PECB. Ils vont vous faire parvenir le lien en question. Merci beaucoup. Merci, bonne fin de journée. Merci beaucoup. Bon après-midi. Et soyez prudents et merci. plaisir de vous revoir. Merci. Merci. Merci, au revoir, merci Philippe. Merci beaucoup. Merci, Megha. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, monsieur Marc. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup.